Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de SES, le premier chapitre donc, comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? Donc ça c'est la première partie, on aura donc une deuxième partie. C'est un nouveau concept que je suis en train d'explorer avec une amie et je voulais justement savoir si ce concept vous plaisait, ce format vous plaisait ou est-ce qu'un autre format serait adapté. N'hésitez pas à laisser votre esprit parler dans les commentaires. Dans cette première partie, nous verrons du coup les notions de marché et libre-échange. Plus précisément, dans le marché, nous verrons ce qu'est un produit, quelle est du coup la production et la consommation de ce produit et sur le marché en question, et le fait que le marché est une institution. Nous verrons aussi les degrés de concurrence différents à travers les exemples de concurrence pure et parfaite, de monopole et d'oligopole, et nous verrons de quelle manière s'organisent les échanges en situation de concurrence. Nous verrons également le marché concurrentiel qui fonctionne d'ailleurs suivant les lois du marché, à travers les lois de l'offre et les lois de la demande, et également le contexte de prix d'équilibre ou la notion de prix d'équilibre. Ce programme a l'air très chargé pour une vidéo, mais vous verrez, comme vous l'avez pu le voir à travers la longueur de la vidéo, on traite de chapitres qui sont très courts, enfin de notions qui sont très courtes, donc vous verrez. Alors, marché et libre-échange. La libre concurrence, c'est-à-dire la possibilité de vendre un produit concurrent si on est producteur ou d'acheter un produit concurrent si on est consommateur, c'est la base du libre-échange. En d'autres termes, c'est la base des marchés économiques et contemporains. Donc si vous voulez, le libre-échange ou la libre concurrence, ce sont un peu des synonymes, bon certes ils diffèrent un peu, mais on va dire que pour ce contexte-là, ce sont à peu près les mêmes choses. En fait, la libre concurrence, c'est le fait de pouvoir acheter ou vendre des produits qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire concurrents par définition. Donc si je suis capable de vendre ou d'acheter un produit qui n'est pas le mien, je suis bel et bien en situation de libre concurrence, et cela va donc définir ma définition de marché concurrentiel. Donc qu'est-ce qu'on entend par marché économique? Eh bien tout d'abord la définition du marché. On désigne ainsi un lieu d'échange réel ou virtuel, donc de produits, en échange des produits, c'est-à-dire de biens ou de services, car en effet, parmi les produits, on distingue les biens et les services, sont les principaux produits. Plus encore, un marché concurrentiel désigne un tel lieu où les produits s'échangent librement. Donc les producteurs et les consommateurs sont libres d'entrer et de sortir sur ce marché. Ils sont aussi libres d'acheter et de vendre. Le marché, donc, sont des institutions, puisqu'en fait, une institution, si vous voulez, c'est un ensemble de règles, de conventions et d'organisations qui permettent une activité sociale. Et on verra qu'en fait, le marché, lui, a besoin de ce genre de conventions, d'organisations pour pouvoir marcher correctement et aboutir donc à une activité sociale. Donc, les conditions d'existence de ce marché sont les suivantes. Donc, pour qu'un marché existe, il faut une monnaie, tout d'abord. Un droit de propriété, puisque si on n'a pas de droit de propriété, comment est-ce que je peux vendre ce qui est mien si on n'a pas défini ce qui est littéralement à moi? Et bien sûr, il nous faut des règles sur la qualité des produits, parce que si je ne réponds pas à ces règles-là, comment puis-je les comparer à d'autres produits? Donc, bien sûr, on parle de sécurité, de sanitaire, etc., etc. Il existe donc différents degrés de concurrence entre producteurs, voire entre consommateurs, et la situation idéale étant celle de concurrence pure et parfaite qu'on nomme aussi CPP sur ce marché. Donc la définition de la concurrence pure et parfaite, c'est un modèle théorique économique néoclassique, qui donc néoclassique, ça veut dire en fait pro-capitaliste, donc on est pour le capitalisme, et qui est un peu libéral, donc on est pour la liberté de vendre sur ce marché, et d'où le fait en fait de cette concurrence, de marché concurrentiel, parce que sur le marché concurrentiel on est libre, justement, c'est ça qui est important. Et ce marché donc cette concurrence satisfait 5 conditions qu'on va voir maintenant. La toute première, c'est celle d'atomicité. Donc l'atomicité, c'est quand on a un grand nombre d'agents économiques où ces agents-là sont preneurs de prix, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas les prix du marché. Donc là, les nouveaux termes, ou des termes de révision si vous voulez, agents économiques, en fait on désigne les offreurs et les demandeurs. Donc c'est les deux principaux agents qu'on retrouve sur le marché, on est d'accord. Et en fait, quand ils sont en si grand nombre, ces offreurs et ces demandeurs, eh bien, on peut donc ne plus les distinguer, si vous voulez. En fait, on ne les distingue plus du tout. Et comme on ne les distingue plus,
eh bien en fait, ils deviennent preneurs de prix parce que ce n'est plus eux qui choisissent le prix. Parce qu'imaginez si tout le monde essayait de choisir son propre prix de baguette, par exemple. On mettrait tous des baguettes à 50 euros, puisqu'on voudrait faire le plus d'argent. Sauf que là, ce n'est littéralement pas possible parce que la demande ne empêche justement cette hausse des prix. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que les agents économiques sont preneurs de prix parce qu'ils ne choisissent pas le prix du marché. Et donc, du coup, ils ne changent pas le prix du marché. On retrouve également l'homogénéité, qui est en fait le fait que tous les produits sont plus ou moins comparables et rigoureusement identiques. Si on prend un exemple, les applications, sur le marché des applications, donc quand vous allez sur l'App Store ou le Google Store, j'imagine, vous allez acheter ou télécharger des applications. Eh bien, en fait, ces applications sont plus ou moins les mêmes produits, puisqu'on vend des applications en général qui ont certes des fonctions différentes, donc des jeux vidéo ou alors des applications pour se repérer donc par exemple Google Maps, juste un exemple, eh bien, même si elles ont des fonctions qui sont différentes, elles seront toujours les mêmes parce que ce sont des applications. Ils rentrent tous dans une catégorie et on peut donc les comparer. On retrouve également la transparence, donc c'est le fait que l'information circule bien entre offreurs et demandeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, de grands secrets si vous voulez, entre les offreurs et les demandeurs, donc c'est-à-dire l'information connue du grand public, comme la quantité ou la qualité offerte sur ce marché. Et bien sûr, on ne restreint pas l'information, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'information à quelques personnes et on ne va pas la donner à d'autres personnes, sinon ça ne serait pas en fait une concurrence pure et parfaite, ou du moins on ne respecte pas la transparence. On voit également la fluidité dans ce marché, dans cette concurrence, qui est en fait la libre entrée et libre sortie sur le marché. C'est assez simple. Et par exemple, il n'y a pas de tickets d'entrée ni de sortie qui sont trop élevés et qui peuvent donc restreindre l'entrée sur le marché ou la sortie sur le marché. Et en fait, ça revient à peu près à dire que l'atomicité est respectée. Parce que si vous n'avez pas grand monde qui rentre ou qui sort, ça veut dire qu'on ne respecte pas l'atomicité parce qu'on n'a pas d'offreurs ou de demandeurs. La mobilité des facteurs de production, donc les facteurs de production, si vous voulez, c'est le travail et le capital. C'est une notion de seconde qu'on avait appris précédemment. Et en fait, les facteurs peuvent se déplacer d'un marché, d'un produit à celui d'un autre produit. Donc si je suis dans le domaine des baguettes, eh bien je peux aller tout simplement dans le domaine faire des croissants. C'est aussi le marché des croissants, si vous voulez, on reste dans le marché de la boulangerie. Eh bien, c'est ça que ça veut dire, en fait, la mobilité des facteurs de production, c'est que je peux déplacer mon travail et mon capital à mon gré. C'est ça. Donc, d'autres situations non idéales de CPP ou de marché, où la CPP n'est pas respectée. Donc, quand elle n'est pas respectée, par exemple, c'est quand les agents économiques sont faiseurs de prix. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'autorité. Je suis une entreprise qui a l'autorité de changer le prix sur le marché. Donc, je peux dire, voilà, je mets ma baguette du lendemain à 50 euros et tous les autres devront l'acheter à 50 euros, sinon ils ne l'achètent pas. Eh bien, parmi ces situations, on distingue les monopoles qui, en fait, n'ont qu'un seul offreur pour beaucoup de consommateurs. Et donc, vous voyez en quoi est-ce que c'est assez simple d'augmenter les prix très rapidement. Ça, on le voit dans la deuxième partie, le deuxième chapitre, pardon. Mais en gros, si vous voulez, moi, si je suis le seul qui possède toutes les boulangeries en France et que du jour au lendemain, je décide de mettre mon croissant à 50 euros, eh bien, je peux mettre mon croissant à 50 euros et il n'y aura pas de personne qui m'en empêchera parce qu'il n'y aura pas de concurrence, tout simplement. Donc, voilà, les monopoles, c'est quand il n'y a qu'un seul offreur, beaucoup de demandeurs et qu'il n'y a pas d'atomicité du coup, puisque d'un côté, on retrouve un peu d'offreurs, mais de l'autre côté, on retrouve beaucoup de demandeurs. Il y a donc un déséquilibre. Et un exemple de monopole, on retrouve la SNCF. Les oligopoles, on distingue également les oligopoles qui sont en fait en petit nombre d'offreurs, mais ils ont beaucoup de demandeurs. Et il n'y a également pas d'atomicité, donc la téléphonie en France. D'ailleurs, pour anecdote, quand on a plusieurs offreurs, un groupe d'offreurs en particulier, eh bien en fait, on peut parler aussi de cartel si vous voulez. C'est pour justement dire qu'en fait on est sous forme de petits comités d'offreurs. Et un exemple donc d'oligopole, comme je vous l'avais dit, c'est la téléphonie en France. Avec par exemple, on retrouve Bouygues, Free, Orange comme offreurs et bien sûr beaucoup de consommateurs, c'est-à-dire à peu près 90%, plus de 90% de la population française. Donc
Enfin, on retrouve également les monopsones, qui sont un peu plus rares, certes. Ils ont beaucoup d'offreurs, mais qu'un seul demandeur. Donc c'est un peu l'inverse du monopole, si vous voulez. Et donc un exemple de monopsone, on retrouve la distribution de tabac en France, qui ne peuvent que vendre qu'à Altadis. Donc Altadis, c'est une entreprise qui me semble est régulée par l'État. Je ne suis pas sûr, hein, bien sûr. Mais donc on retrouve tous ces distributeurs de tabac, donc Marlboro, Camel, etc., qui vont donc vendre à Altadis et Altadis va donc distribuer tous ces cigarettes ou tout son tabac à des buralistes, des buralistes donc dans toute la France. Le marché concurrentiel donc fonctionne suivant les lois du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, la rencontre de l'offre et de la demande permet d'illustrer ce marché. On remarque donc la loi de l'offre qui stipule que le prix est une fonction croissante de la quantité produite. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique? Ça, c'est la représentation graphique de l'offre, de la loi de l'offre. Il faut l'apprendre. Toutes les représentations graphiques qui passeront dans ce chapitre ou dans les chapitres prochains seront à apprendre forcément à peu près par cœur si vous voulez. Donc la courbe de l'offre. Vous voyez qu'en fait c'est une droite, donc elle est constante, plutôt constante je dirais, c'est une courbe mais là on va dire que c'est une droite et qu'en fait elle augmente, le prix est une fonction croissante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait ça veut dire que plus le prix augmente, plus la quantité elle augmente. Et inversement, si la quantité augmente, eh bien le prix augmente. Et donc si vous le mettez sur un exemple, imaginons que j'ai des baguettes à vendre sur le marché. Voilà, c'est l'exemple encore des baguettes. J'ai envie de vendre, 100 baguettes. Voilà, soyons fous. Eh bien, plus je vends de baguettes, il est logique que donc plus je remporte d'argent. Si je vends 180 baguettes, j'obtiendrai donc 70 € à peu près. Bon, ça c'est un exemple, encore une fois, les prix ne sont pas corrects, mais vous avez compris l'idée. Quant à la loi de la demande, en fait, elle stipule que le prix est une fonction décroissante de la quantité produite. Donc c'est littéralement l'inverse de la courbe de l'offre. Et on remarque sur le graphique tout simplement que la courbe, elle descend au lieu de monter et que plus le prix est bas, plus on a en quantité. C'est logique. Si j'ai une baguette à 50 centimes, je ne vais pas me priver de cette baguette à 50 centimes et donc je vais en acheter énormément alors qu'on sait que toutes les autres baguettes sont vendues à 1 €. Ah bah moi je vais directement acheter celle à 50 centimes parce que de toute façon elle est beaucoup moins chère. C'est ce qu'en fait la demande nous dit. La demande en fait c'est quand l'acheteur veut acheter le moins possible. Donc si je suis acheteur, le moyen de faire du profit c'est d'acheter le moins possible. Disons de dépenser le moins possible pour un prix en question, pour un produit en question. Donc pour une baguette, je vais essayer d'acheter le moins cher possible et d'en avoir le plus possible. Alors, le croisement entre les deux droites définit le prix d'équilibre. Donc qu'est-ce que ça veut dire le prix d'équilibre? Donc sur la représentation graphique, en fait, on a juste lié les deux courbes et quand on lie les deux courbes, on remarque qu'il y a une intersection. Cette intersection s'appelle le point d'équilibre. Le point d'équilibre, donc ça c'est ça. Ne confondez pas point d'équilibre et prix d'équilibre, ce n'est pas la même chose. Le prix d'équilibre en revanche, c'est quand on regarde à l'axe des ordonnées, donc celle des prix, je regarde l'axe des ordonnées, et bien je remarque qu'en fait là j'ai mon prix d'équilibre qui est fixé à 30 €, on va dire, c'est des euros. Donc là pour ce marché-là en question, on a 30 € de prix d'équilibre. Quant à la quantité d'équilibre, ça aussi une autre chose. On regarde l'axe des abscisses cette fois-ci et on voit que la quantité d'équilibre est à peu près à 9 €, 8 € à peu près, 8 unités à peu près. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de prix d'équilibre en question et non de quantité d'équilibre? Eh bien, en économie, on raisonne plus par le prix en question, donc les prix, les euros, etc., que la quantité, parce que la quantité varie souvent. Le prix, lui, ne varie jamais, parce qu'on utilise toujours l'euro, si vous voyez ce que je veux dire, ou le dollar. Mais à la quantité, il change de marché en marché. Si je vais dans le marché des légumes, je n'aurai pas la même quantité, le même type de quantité que le marché des baguettes, par exemple. J'aurai des baguettes pour l'un et des légumes pour l'autre. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire encore une fois pour me dire si cela vous a plu ou de mettre tout simplement un pouce bleu, cela me ferait vraiment plaisir et cerise sur le gâteau, vous abonner. Moi j'en serais plus que ravi et je vous verrai pour de nouvelles vidéos et pour la deuxième partie du chapitre. Ciao.